qui aura l'Afrique dominera le monde. C'est une vérité. Parce que qui aura l'Afrique sera maître des matières premières dans le monde. Soit qu'il développe ces matières, valorise ces matières premières pour son économie, ou soit qu'elle empêche que sa matière première parvienne au camp adverse. Ce qui signifie clairement, et même très clairement, que l'Afrique doit rester à jamais dans le sous-développement ou le quasi-développement afin d'assurer le développement de l'Occident en fournissant presque gratuitement toutes les matières premières dont l'Occident a absolument besoin pour son développement, son progrès, sa puissance, son bonheur. Le pompage de l'Afrique par l'Occident installe ici le sous-développement et crée là-bas le développement. L'État-nation africain actuel ne peut pas et ne pourra pas arrêter le pompage de l'Afrique par l'Occident. Ce pompage continu signifie que l'Occident n'a aucun intérêt à ce que l'Afrique se libère et se développe. L'Occident n'a aucun intérêt à le faire. Donc les aides et les coopérations, c'est des cadeaux empoisonnés, puisqu'en fait, c'est pour freiner l'Afrique en réalité. Et nous ne le comprenons pas encore. La cause profonde du sous-développement, ce n'est pas tellement ce qu'on raconte, corruption, bonne gouvernance, mais quelle est la cause profonde qu'on ne dit pas, que les experts même africains ne disent pas pour respecter les normes des critères internationaux. La cause profonde du sous-développement, quelle est-elle de l'Afrique noire? Mais cette cause du sous-développement, c'est l'Occident. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Depuis le XIIIe siècle, à travers par l'ONU, mes yeux sont ouverts, je vois l'Afrique pillée par l'Occident. Le gaz, le pétrole, l'argent, l'or, les minéraux. Une couille quelque part. Comment peut-on être aussi pauvre avec autant d'or noir? Face à tout ça, je reste faible comme le franc CFA. Ne baisse pas les bras. Dans le monde. Voilà la situation dans laquelle se trouve le Congo. Donc, une situation d'occupation ethnique. Ça, c'est la cause. Cette cause a entraîné des effets désastreux. Actuellement, un génocide est perpétré au Congo. Tout récemment, près de 90 personnes ont été abattues à Béni. Tout le monde s'est excité dessus. Mais on ne dit pas pourquoi. Il semble, mais je n'ai pas vérifié l'information, qu'on a découvert des gisements de pétrole dans le sous-sol de Béni. Donc on veut éliminer la population pour que les multinationales pétrolières viennent exploiter de l'or noir chez nous. Eh bien, aujourd'hui, le bilan des morts au Congo s'élève autour de 8 millions. C'est donc, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le conflit armé le plus long et le plus sanglant. Le plus sanglant, parce que ça fait quand même, il y a 8 millions de morts. Le plus long, parce que cette guerre a commencé en septembre 1976. Et elle se poursuit encore, hic et nunc, ici et maintenant, en 2014, au mois de novembre 2014. Or, il y a aujourd'hui au Congo plus de 52 armées étrangères qui ont soit déjà foulé le sol du Congo, soit y campent encore aujourd'hui. Vous savez que la MONUSCO, la mission des Nations Unies, semble-t-il pour la stabilisation du Congo, se trouve au Congo depuis une bonne douzaine d'années. 21 000 casques bleus au Congo. Et la région la plus militarisée, là où la MONUSCO est la plus active, c'est justement la région du Nord Kivu, où s'est perpétré le massacre de Béni. Alors je me pose la question, que fait la MONUSCO? Contre qui se bat-elle? Ne me dites pas que la MONUSCO qui a des drones, qui a des chars d'assaut, des hélicoptères de combat.
va se battre contre des minables petites milices Tutsis qui ne comptent même pas 5 000 personnes, alors que la MONUSCO compte à peu près 21 000 personnes, n'est-ce pas? Et dans la MONUSCO, aujourd'hui, vous avez même les troupes du Malawi, de Tanzanie, d'Afrique du Sud. Vous savez que la France a dépêché l'opération Artemis pour aller chasser un rebelle, cette fois-ci un vrai rebelle congolais, Thomas Lubanga, dans le district de l'Ituri. Vous savez que les Américains maintiennent au Congo une force qui s'appelle l'AFRICOM, la force de stabilisation du Congo. Vous savez que les Angolais, les Namibiens, les Zimbabwéens, les Tchadiens sont présents au Congo, où ils y ont été. En tout, 52 troupes étrangères qui ont marché au Congo, qui ont campé au Congo. Donc, c'est ce que les stratèges militaires américains appellent la première guerre mondiale africaine. Donc, la première guerre mondiale africaine se déroule au Congo, mais les médias n'en parlent pas. Je suis désolé, je regarde TF1, je regarde France 2, je regarde les chaînes belges, je regarde CNN, je regarde France 24. À aucun moment, les journalistes ou les correspondants de presse qui sont sur le terrain, les envoyés spéciaux, les agences, les envoyés des agences de presse, comme Reuters, UPI, Associated Press, aucun de ces journalistes n'a jamais souligné cette dimension de guerre ethnique et cette dimension de première guerre mondiale africaine. Et finalement, cette guerre prendra fin au Congo lorsque les Tutsis débarrasseront le plancher. Il n'y a pas de Tutsis congolais. Il n'y a pas de Tutsis congolais parce que le Tutsi n'est pas une langue parlée au Congo. Pour ceux qui connaissent un tant soit peu la République démocratique du Congo, la façon dont ce pays est né le 26 février 1885 à Berlin, dans le bureau de Madame Angela Merkel, la chancelière allemande, c'est là où le Congo est né le 26 février 1885, il y a 129 ans. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du pays, de ce pays-là, ils savent que Léopold II n'a jamais mis les pieds au Rwanda, que le Rwanda fut une colonie allemande jusqu'en 1919, c'est-à-dire après la défaite de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, que de ce fait, Léopold II ne pouvait pas prendre un territoire de l'Allemagne, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de Tutsi congolais parce que le Tutsi n'est pas une langue parlée au Congo. Tous les Congolais d'origine appartiennent à des ethnies dont la langue est la même que le nom que porte l'ethnie. Par exemple, moi je suis Yansi. Eh bien, le Kiyansi, c'est pas seulement une communauté ethnique, c'est une terre et c'est une langue. C'est la même chose avec les Baluba, avec les Nande, les Bashi, les Houndé, les Tetela, les Songé. Oh, il y a combien? Il y a entre 400 et 800 ethnies au Congo. Voyez-vous? Donc, on est en train de semer la confusion, de laisser les Tutsis nous massacrer, parce que, évidemment, ces Tutsis sont instrumentalisés par les multinationales, particulièrement anglo-saxonnes, pour qu'ils deviennent les garants, les gestionnaires, les administrateurs du nouvel ordre mondial qu'on veut instaurer en Afrique. Mais, évidemment, vous comprendrez pourquoi la France intervient personnellement dans ces anciennes colonies. C'est pour empêcher que le nouvel ordre mondial en Afrique soit établi, soit instauré au détriment des intérêts français. Voyez-vous, il y a aujourd'hui des forces, des puissances économiques, militaires et financières qui voudraient s'emparer du précaré français, du précaré colonial, des anciennes colonies françaises, où la France puise ses matières premières, comme au Niger. Le Niger, comme vous le savez, est le deuxième producteur mondial d'uranium, où se trouve l'Areva notamment. Donc, on veut instaurer, les multinationales veulent instaurer un nouvel ordre mondial en Afrique. Et pour cela, elles veulent détruire les anciens États hérités de la colonisation et donc contester les anciennes frontières. C'est ça qui se passe au Congo. C'est ça qui a failli se passer au Niger. C'est ce qui a failli se passer en Côte d'Ivoire. Voyez-vous? Et même ce qui se passe au Nigeria avec Boko Haram, c'est une déstabilisation généralisée de l'Afrique pour permettre l'instauration du nouvel ordre mondial en Afrique. Et que nous avons créé des systèmes qui ont perdu toute forme de compassion, qui ont perdu la capacité à reconnaître le malheur d'autrui dans les décisions qui sont prises. Le peuple congolais n'aspire qu'à une seule chose, vivre dans de bonnes conditions et manger au moins 3 fois par jour. Mais depuis plusieurs années, personne ne comprend pourquoi la RDC, un pays si riche, a une des populations les plus pauvres de la planète.
Kongo Mikili a rencontré des matières grises du monde entier pour essayer de répondre à cette question qui semble évidente, mais cache le secret du fonctionnement du monde actuel. Dans ce document, nous vous présentons le résumé de leurs réflexions. Alors, pourquoi la RDC, pays très riche, a un peuple aussi pauvre? Voici les différents facteurs qui déterminent la richesse d'un pays. Les terres agricoles, le climat, les richesses du sous-sol, les terres urbaines, la quantité de la population, le niveau d'éducation de la population, la santé de la population, le niveau de technologie et d'industrialisation du pays et sa capacité militaire. Seul bémol, la RDC manque cruellement un bon niveau d'éducation de sa population, de bons soins de santé, de technologie et d'industrialisation et d'une capacité militaire presque inexistante. Malgré un très bon climat pour l'agriculture et une grande quantité de main-d'œuvre humaine, nous n'exploitons pas nos terres agricoles et l'exode rural amène toutes les populations des villages dans les grandes villes où il manque cruellement de travail par manque d'industrialisation du pays. Comment alors les Occidentaux contrôlent nos richesses du sous-sol ? La malédiction des ressources naturelles, c'est ce genre de situation paradoxale constatée à de nombreuses reprises dans l'histoire moderne et antique. Des pays riches en ressources, mais pour qui cette richesse est synonyme de catastrophe. La financiarisation signifie que l'économie est de plus en plus centrée autour des marchés financiers. Et cela se manifeste de différentes façons. Il faut s'imaginer un trader en train de négocier des contrats à terme sur les matières premières, dans son bureau quelque part à Wall Street, à Greenwich, dans le Connecticut ou ailleurs. Cette personne est complètement déconnectée de ce qui se passe dans le monde réel. Il introduit une série de chiffres complexes dans cet algorithme qui va tout décortiquer et l'aider à décider du moment idéal pour acheter et vendre, sans jamais prendre en compte que la conséquence, c'est qu'une personne en Afrique meurt de faim ou qu'une famille au Moyen-Orient a besoin de chauffer sa maison. Les prix fluctuent énormément actuellement. Et cela n'est pas lié à une nouvelle guerre du Golfe ou à une crise financière massive. Recevoir l'alerte d'une possible hausse de prix avant votre concurrent vous permet d'acheter avant lui et de vous constituer un stock afin de minimiser les effets de l'augmentation à venir. Produits réels dans l'économie réelle, comme les maisons, le pétrole, le blé, et quasiment n'importe quelles ressources sont financiarisées et entrent sur le marché. Dans ce processus, ils sont étudiés sous toutes les coutures et leur valeur peut être amplifiée. Mais tout ça, ce n'est que de la fiction, parce que dans le monde, le nombre de maisons et le nombre de barils de pétrole est limité. Pourtant, les traders sont capables de spéculer à l'infini sur ces marchandises. Tant que nous ne dénoncerons pas l'instabilité des marchés, nous continuerons d'observer, suite à une hausse des prix, des mouvements sociaux en Afrique, en Asie et ailleurs dans le monde. Les Occidentaux ont digitalisé nos matières premières grâce à la bourse. Nous ne contrôlons pas les prix de nos matières premières sur les marchés boursiers. Des spéculateurs achètent des titres boursiers, stockent virtuellement nos matières premières pour essayer de les revendre plus tard et faire de gros profits. Vu que nous n'avons aucun contrôle sur les prix de nos richesses, ces spéculateurs peuvent manipuler le prix du coltan ou du cobalt à volonté et déstabiliser ainsi notre économie. Aujourd'hui, à Wall Street, ce sont des algorithmes par intelligence artificielle qui décident de la vie du Congolais. Les Occidentaux ont mis en place un système qui a un seul objectif: acheter les matières premières au prix les plus bas possibles au Congo, les transformer en Asie au prix les plus bas possibles et revendre des produits en Occident au prix les plus chers possibles. Où leur propre population est obligée de s'endetter à vie pour pouvoir consommer des produits de plus en plus chers, comme cet iPhone qui a le même prix que le SMIC en France. Et que nous avons créé des systèmes qui ont perdu toute forme de compassion, qui ont perdu la capacité à reconnaître le malheur d'autrui dans les décisions qui sont prises. Et si nous ne résolvons pas ce problème,
Nous allons tous souffrir. Beaucoup plus que par le passé. Nous allons souffrir davantage. Une société dépend directement de la santé et du bien-être de ses habitants. Et le fait que le système ait dissocié le bien-être économique du bien-être de l'être humain est la manifestation de son propre échec. En aucun cas, le bien-être économique ne doit et ne peut être dissocié du bien-être de la population. Que faire face à cette situation? Diversifier l'économie. D'abord, les Congolais doivent apprendre à se nourrir. Au lieu de s'entasser dans des villes sans travail, les Congolais doivent retourner dans les villages pour cultiver et manger. Après avoir mangé, on pourra commencer à s'instruire. Après l'instruction et l'augmentation de notre niveau de technologie, on pourra s'industrialiser. Renforcer nos capacités militaires pour protéger nos matières premières. Et enfin, atteindre l'intégration verticale. Aller de la conception à la vente des produits Made in Congo. Ce futur est possible si seulement le Congolais identifie ce qui fait son malheur. Ce n'est pas l'Occident, mais plutôt notre incapacité à comprendre pourquoi on a un pays si riche, mais qu'on reste pourtant si pauvre. Nous croyons que ce documentaire est le début vers la solution, le début d'une nouvelle façon de réfléchir qui sort des plaintes et lamentations habituelles, mais qui dresse un plan d'action vers le bonheur du peuple. Parfois, je me pose la question, pourquoi le monde occidental de façon parfois choquante, veut imposer à tout le monde son système. Nous sommes en droit de nous poser cette question. Et vous, vous êtes en droit de vous poser à vous-même cette question. Pourquoi vous nous dites ce qui est bon pour nous est bon pour vous? Alors que toute l'histoire est là. L'Occident n'a jamais été un modèle de liberté et de démocratie, soyons sérieux. Vous nous avez toujours écrasés dans l'histoire. Depuis la traite des nègres, qui a fait entre 200 et 500 millions de déportés, de morts. La colonisation qui a été une tragédie terrible pour l'Afrique. Aujourd'hui, le néocolonialisme, vous nous dominez sous tous les rapports. Vous nous exploitez sous tous les rapports économiques, culturels, politiques, diplomatiques, militaires. Et vous prétendez que notre bonheur, c'est ce que vous nous dites. Or, dans la pratique, vous avez toujours fait le contraire. Et vous, franchement, dans ce domaine, nous n'avons pas à recevoir des leçons de ceux qui prétendent être démocrates, mais qui ne le sont pas, de notre point de vue. En tout cas, par rapport à nous. Ils n'ont jamais été démocrates et ils ne le sont pas. Alors, laissez-nous trouver en toute liberté, parce que soyez convaincus que nous aussi nous aimons la liberté. Nos peuples aiment la liberté, la démocratie. C'est dans la nature de l'être humain. Mais acceptez que nous avons notre histoire, nous avons notre culture, nous avons nos problèmes. Plutôt, aidez-nous. Puisque vous avez fait votre bonheur, votre fortune sur notre dos, durant des générations.
Et aujourd'hui, au lieu de nous aider... Vous parlez, les dirigeants européens en général, d'un partenariat avec l'Afrique. Mais il faut faire attention, parce que le mot partenariat est un mot qui a un sens, qui a une signification. Un partenariat, ça veut dire travailler ensemble à des objectifs communs dans le respect de l'autre. Ça veut dire que partenariat est évidemment incompatible avec toute approche impériale, néocoloniale, etc. Alors partenariat, c'est effectivement partager les meilleures technologies de santé, effectivement, et utiliser les brevets pour refuser de partager cette technologie avec les pays africains, ça, c'est une approche néocoloniale. Partenariat, c'est respecter tous les réfugiés qui viennent de l'Ukraine, et tous les réfugiés en général, peu importe la couleur de leur peau. Et enfermer des réfugiés africains, ça, c'est une approche néocoloniale. Partenariat, c'est aussi accepter que les Africains développent leurs propres alliances, leurs propres voies, sans que l'Europe vienne faire la leçon, parce que ça aussi, ça serait une approche néocoloniale. Alors, décortiquons une à une ces politiques européennes et voyons si nous sommes dans l'impérialisme, le colonialisme ou la coopération et le partenariat. Parlons du Sahel d'abord. Évidemment, nous voulons tous la paix, la stabilité, la sécurité, nous en avons besoin. Mais quand des dirigeants européens veulent expliquer comment créer la stabilité dans la région, je pense qu'ils sont souvent mal placés. Mal placés parce qu'évidemment, aucun dirigeant européen ne devrait parler de la région sans d'abord se rappeler, regretter et condamner l'invasion de la Libye et la guerre qui a été portée en Libye, qui a détruit un pays et déstabilisé la région. Prenons aujourd'hui les conséquences de ces interventions. Nous parlons de coups d'État, mais au Mali, au Burkina Faso, même les coups d'État semblent moins contestés parfois que la présence militaire de certains pays européens. Certains y voient même un retour à la souveraineté. Alors ça, il faut quand même peser l'impact de cette intervention européenne ou des pays européens. Alors moi j'entends que les peuples du Sahel veulent se libérer de la subordination à l'Europe, qu'elle soit militaire, économique, monétaire. Et je pense que si l'Europe veut un partenariat avec l'Afrique, nous devons entendre ce cri des peuples aussi au sein de cette Assemblée. Alors, la démocratie est essentielle, mais elle vient avec la souveraineté et le droit à l'autodétermination, évidemment. Et alors, mettons fin au franc néocolonial CFA, mettons fin à la dette qui asphyxie et mettons fin au pillage des ressources naturelles, mais aussi au pillage des poissons des mers par des navires européens. Et seulement alors nous posons les bases d'un véritable partenariat d'égal à égal qui nous fera avancer tous ensemble. Parlons de la guerre en Ukraine, une guerre criminelle contre un pays souverain, une violation de la Charte des Nations Unies sans aucun doute. Une question que je me pose, c'est dans sa réaction à cette guerre, est-ce que l'Union européenne a suffisamment tenu compte des intérêts des pays africains? L'Europe a-t-elle pensé, pendant qu'elle a imposé les sanctions, une seule seconde à l'impact que ça aurait sur les pays africains dépendant de la région pour, par exemple, les céréales ou le blé? Je ne le pense pas. Nous le savons, les risques de prix, de pénurie, de hausse de prix est énorme. Alors nous avons besoin, aujourd'hui, les Ukrainiens y ont intérêt, les Africains y ont intérêt, le monde entier, à ce que ce conflit s'arrête. Et pourtant, l'Union européenne n'a toujours pas pris une seule grande initiative diplomatique. Nous le savons, cette initiative ne viendra pas de Washington, mais nous avons intérêt à la prendre, parce que la seule alternative à la diplomatie, c'est la guerre totale, et ça, personne n'y a intérêt. Alors essayons de prendre cette initiative diplomatique et arrêtons cette guerre par les négociations, par les pourparlers. Parlons maintenant politique de santé. C'est ici, je pense, que la rhétorique, la différence entre la rhétorique et la réalité s'exprime de manière la plus claire. Officiellement, nous étions tous solidaires face à la pandémie, mais dans la réalité, quand l'Union africaine nous a demandé de partager la technologie du vaccin et des thérapies en levant les brevets, l'Union européenne, la Commission européenne a fait obstruction, a refusé de partager la technologie. Pourquoi? D'une part, pour protéger le monopole technologique des entreprises pharmaceutiques européennes, et d'autre part, parce que cette nouvelle technologie ARN messager pourrait aussi servir à l'avenir pour produire d'autres vaccins.
Donc plutôt de partager la technologie et de se battre ensemble contre tous les défis futurs aussi en matière de santé publique, la Commission européenne a donné priorité aux profits et aux monopoles technologiques. Et ça, franchement, ce n'est pas un partenariat, ça vraiment, c'est une vision néocoloniale ancienne avec laquelle nous devons rompre aujourd'hui. Considérons la question de l'enseignement, de l'éducation. En théorie, tout le monde sera d'accord pour dire que c'est important, évidemment. Tout le monde le clamera haut et fort. Mais quand même, nous voyons qu'aujourd'hui, sous la pression du Fonds monétaire international, et nous connaissons les liens aussi entre l'Union européenne et le Fonds monétaire international, symboliquement, d'une part, l'ancienne présidente du FMI est maintenant présidente de la Banque centrale européenne. D'autre part, la présidente maintenant du FMI, c'est une ancienne commissaire européenne. Donc voilà, ça ressemble parfois un peu à des arrangements entre amis. Mais soit, ce Fonds monétaire international conseille, fait pression aujourd'hui sur différents États, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, pour réduire les dépenses publiques. Mais ça veut dire aussi réduire les dépenses pour l'enseignement, les ressources possibles et disponibles pour l'enseignement. C'est quoi comme contradiction? Dire d'une part que l'enseignement c'est important, mais entre-temps pousser les États à réduire les dépenses publiques. Ça n'a pas de sens. Donc si l'Union européenne est sérieuse dans son partenariat pour l'enseignement, alors il faut arrêter, il faut prendre ses distances, rompre avec ces politiques du Fonds monétaire international. Permettez-moi en commerce et coopération d'être un peu terre à terre, un peu concret. Tout d'abord, un vrai partenariat devrait voir effectivement la fin des accords de partenariat économique iniques. On devrait arrêter d'utiliser les régimes commerciaux préférentiels comme outil géopolitique. Et pour être plus terre à terre aussi, est-ce que ceci va signifier que nous n'écoulerons plus le poulet européen sur les marchés africains, étouffant littéralement le poulet africain? C'est des questions qui se posent, mais il y a une question plus importante. Dans le cadre de ce partenariat, vous savez que la conférence des Nations unies sur le commerce et le développement a calculé que l'Afrique, seulement en flux illicites, perd 89 milliards de dollars par an. Alors l'Europe peut arrêter ça, peut y contribuer avec un registre mondial financier, avec une vraie liste noire des paradis fiscaux, une vraie transparence, mais elle ne le fait pas. Et du coup, ce pillage financier économique aux relents néocoloniaux continue. Alors c'est le moment pour un vrai partenariat de mettre fin à cela aujourd'hui et pas demain. Parlons politique climatique. Aujourd'hui, nous nous rappelons tous du ministre des Affaires étrangères du Tuvalu qui, les pieds dans l'eau, demandait une action plus ambitieuse en matière climatique parce que son pays risque tout simplement de disparaître. Les pays de l'Union européenne, vous le savez, sont responsables depuis le début de l'ère industrielle de plus ou moins un quart de toutes les émissions de CO2, l'Afrique moins de 3% je crois, et les pays insulaires moins de 1%. Et pourtant ce sont eux qui souffrent aujourd'hui les conséquences les plus sérieuses, les pires. Et alors que devrait faire un partenaire sérieux? Tout d'abord, il devrait tout faire pour soutenir et sauver ces pays. Et là on voit que malheureusement l'Union européenne réduit seulement ses émissions, veut réduire seulement de 55% d'ici 2030, tandis que la science demande 65%. Nous voyons que dans la vraie vie, pour garantir les profits des multinationales européennes, on ne partage pas les meilleures technologies climatiques avec les pays africains et autres. Et finalement, je veux conclure là-dessus, nous ne respectons pas en tant qu'Union européenne les promesses faites aux pays en développement par rapport aux moyens pour s'adapter au changement climatique. Alors pouvons-nous vraiment parler d'un partenariat respectueux et équilibré? Je ne le crois pas.